Julie Timon, je suis dermatologue libérale. Moi, je suis Émilie Beaubian, je suis dermatologue au CHU. Alors, ce soir, on va parler du mélanome, sujet très très important. Alors, justement, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous voyez bien la présentation? Alors, tout le monde a coupé son micro, mais est-ce que quelqu'un pourrait faire un signe et nous dire oui? Bon, pas de réponse, donc j'espère que ça fonctionne. On va commencer. C'est bon, D'accord, ok, parfait. Alors, non, ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi parler du mélanome? Parce qu'en fait, c'est un cancer dont l'incidence est en augmentation dans tous les pays occidentaux, qu'il représente certes 2 à 3% des cancers, mais c'est le premier cancer en termes d'augmentation de fréquence. Alors, c'est le 8e cancer chez les hommes, le 6e chez les femmes. Le nombre de nouveaux cas augmente régulièrement et on l'estime en 2019 à 15 513 cas, dont 52% de cas féminins. Alors, le pic d'incidence est compris entre 40 et 50 ans. L'âge moyen au diagnostic se fait un peu plus tardivement, 60 chez la femme et 65 chez l'homme. La mortalité est de plus élevée chez l'homme, probablement parce que le diagnostic est plus tardif, que l'homme consulte moins facilement que la femme. Et dernière chose, c'est qu'il survient à tout âge, même s'il reste exceptionnel avant 20 ans, donc chez l'enfant c'est totalement exceptionnel. Et il devient le cancer le plus fréquent chez les jeunes adultes en zone occidentale. Alors, concernant les facteurs de risque, le principal facteur de risque, c'est l'exposition aux UV. Donc, c'est le seul facteur de risque environnemental qui a été clairement identifié. On estime entre 65 et 95% des mélanomes cutanés, 65 et 95% des mélanomes sont causés par l'exposition au soleil. Alors, le risque se cumule entre les UV artificiels et l'exposition au soleil. Et ce risque d'exposition artificielle se confirme pour l'exposition en cabine de bronzage. Une étude récente a montré que par session d'exposition annuelle, le risque augmente de 1,8%. Et si on s'expose en cabine de façon très intensive, c'est quasiment 42% de risque de faire un cancer. Alors, chose à expliquer aux patients, c'est que le risque cancérogène global correspond à la dose totale d'UV reçue, parce que les patients sont toujours dans l'immédiateté. Ils ont toujours le sentiment qu'ils s'exposent peu. Et en fait, je vais toujours leur expliquer qu'en fait, l'exposition, commence depuis l'enfance et c'est cette dose-là qui va amener le risque. Ce risque n'est pas direct. Il est fonction, bien évidemment, de la sensibilité de la personne qui s'expose et de son comportement. Si les expositions intermittentes sont particulièrement délétères, l'exposition intentionnelle chronique chez les adultes également. On a montré quand même que l'exposition chronique modérée, comme on l'a un peu ici, c'est-à-dire sans exposition volontaire, est plutôt protectrice. Alors, chez les jeunes, entre 40 et 65 ans, les mélanomes sont situés essentiellement sur le tronc et les membres, ce qui témoigne d'une exposition volontaire et intermittente. Et chez les plus âgés, c'est plutôt le visage et le cou. Là, c'est plutôt une exposition non voulue chronique au soleil. Alors j'insiste particulièrement sur l'enfance et l'adolescence parce que c'est la période critique, la période à risque. Les expositions, plus l'exposition se fait tôt dans la vie, plus elle va entraîner des dégâts dans la peau. Et plus l'exposition se fait de façon intermittente, les classiques coups de soleil avec brûlure pendant les grandes vacances seront particulièrement délétères par la suite. Alors, parmi les facteurs de risque individuels, d'abord le phototype, évidemment, chose qu'on connaît tous. Donc, le phototype 1, c'est les peaux très blanches qui bronzent pas, qui brûlent. Et puis, à contrario, le phototype 5, la peau noire qui bronze et chez qui les coups de soleil sont plutôt rares. Alors, autre facteur de risque individuel, c'est le phénotype névique. Le phénotype névique, c'est la capacité à générer des grains de beauté. Et ces grains de beauté auront un aspect d'ensemble général. Le nombre sera, comment dire ça? C'est-à-dire qu'en fait, ce phénotype sera transmis de façon génétique et ça va représenter, on aura le nombre, la taille et l'aspect des grains de beauté qui sera assez similaire d'un membre de la famille à l'autre. Ensuite, le syndrome des grains de beauté atypiques, c'est les patients qui présentent plus de 50 grains de beauté, qui ont des grains de beauté qui font pour la plupart plus de 6 mm,
dont l'aspect est irrégulier sur le bord et la couleur, et surtout situé en zone non exposée. Alors ce risque explose si jamais il y a un antécédent familial. Concernant les formes familiales, elles représentent 10% des cas de mélanome, et on considère qu'un mélanome est familial s'il y a plus de 2 cas sur 3 générations dans une même famille, et les gènes impliqués, les gènes principaux, c'est le CDKN2A et le CDK4. Et puis, dernier risque, c'est l'antécédent personnel de mélanome. Si on fait un premier mélanome, on aura plus de chances d'en développer un deuxième, ainsi de suite. Donc, au total, pour identifier les risques, c'est l'antécédent familial, l'antécédent personnel, le phototype, le nombre élevé de grains de beauté, le nombre élevé de grains de beauté atypiques, le nombre élevé de grains de beauté de grande taille, un syndrome de Nevi atypique, l'exposition au soleil intense avec des coups de soleil. Alors maintenant, le diagnostic. Le diagnostic doit être le plus précoce possible. Alors il commence d'abord par l'examen clinique, donc un examen rigoureux, et l'examen, on doit regarder l'ensemble des grains de beauté. Beaucoup de patients arrivent en montrant un grain de beauté. En fait, ce dépistage, c'est l'examen de tous les grains de beauté. Alors c'est un petit peu particulier parce que le diagnostic doit être très très précoce, le plus précoce possible. Mais on sait qu'il y a des grains de beauté enfin des mélanomes qui ont une agressivité particulière et donc qui vont évoluer très vite et qui vont échapper au diagnostic précoce. A contrario, il y a des mélanomes qui auront une croissance assez lente et qui ont un diagnostic plus tardif et qui n'auront pas forcément un mauvais pronostic. Alors pour le diagnostic, le diagnostic clinique, on s'aide de 2 règles. La première, c'est la règle ABCDE. Donc A pour asymétrie, B pour des bords irréguliers, C pour des couleurs multiples, D c'est le diamètre supérieur à 6 mm et puis l'évolutivité. Alors certains signes doivent alerter quand même des douleurs spontanées, un grain de beauté qui fait mal spontanément, des saignements spontanés au moindre contact doivent aussi alerter. Comment je fais pour revenir? On touche en haut. La flèche qui monte. Okay. Alors, deuxième règle très importante, c'est le vilain petit canard. Donc, comme on disait tout à l'heure, en fait, chaque patient a un profil de grain de beauté. En fait, il a 1 ou 2 familles de grains de beauté, c'est-à-dire que les grains de beauté vont se ressembler dans l'ensemble. Et lorsqu'une lésion apparaît totalement différente des autres, elle doit être particulièrement suspecte et doit faire l'objet d'un contrôle. Donc ça, c'est en fait des règles qui sont assez faciles à appliquer au cabinet, mais qui sont également faciles à appliquer par le patient lors de l'autosurveillance. Alors, qui participe au diagnostic, c'est le dermatoscope, qui est une épiluminescence. En fait, ce sont des lentilles grossissantes avec lumière intégrée qui sont focalisées sur le grain de beauté. Alors, le problème du dermatoscope, c'est que c'est très opérateur dépendant. Plus on a de l'expérience, mieux on saura détecter les mélanomes. Moins on connaît, moins on saura les détecter puisqu'elle fait appel à des patrons et surtout à la mémoire de ces patrons, à la mémoire qu'on a de ces patrons. Par contre, il est très très intéressant pour les diagnostics différentiels parce que c'est facile avec la dermatoscopie de différencier d'autres lésions comme les kératocéboréiques des mélanomes. Enfin, dans le diagnostic de certitude, c'est l'histologie. Donc, c'est vraiment l'exérèse chirurgicale et l'exérèse de toute la lésion. On ne fait pas de biopsie de suspicion de mélanome et l'examen anatomopathologique qui va permettre de faire le diagnostic et d'amener le pronostic. Alors là, je vais vous montrer quelques photos. Donc, je commence par des mélanomes dont le diagnostic est assez facile cliniquement. Mélanome nodulaire. Mélanome acrolentigineux. Encore un autre. Alors là, j'ai mis cette photo, c'était le mélanome sur une peau qui est très très abîmée avec une héliodermie sévère, une peau qui a été beaucoup exposée au soleil. Encore un mélanome plantaire. Donc, en fait, devant ces photos, là, le diagnostic est quasi sûr, bien que l'examen histologique reste toujours primordial. Mais là, le diagnostic est aisé. En fait, ce qui est compliqué, c'est des lésions qui sont un peu irrégulières et il faut savoir trancher entre un mélanome et un névus atypique ou dysplasique. Alors, par exemple, là, ce sont des photos de grains de beauté que j'ai vues en consultation.
Vous voyez que les lésions ne sont pas complètement régulières, elles sont bicolores, le contour n'est pas complètement régulier. Et donc ces lésions, dans le doute, ont fait l'objet d'examens chirurgicaux et d'examens histologiques, et ce ne sont pas des mélanomes pour le coup. Alors, je vais vous parler maintenant des pièges diagnostiques, c'est-à-dire qu'il y a des lésions qui pourraient ressembler au mélanome et qu'il faut savoir différencier. Alors, la kératose-séborrhéique, parce que c'est particulièrement fréquent. Alors, en général, il y en a beaucoup. Elles sont situées sur les zones séborrhéiques du visage et du tronc. Elles sont jaunâtres ou brunâtres, mais parfois franchement noires. Donc là, elles peuvent porter à confusion. La surface est verruqueuse et elle est criblée de petits bouchons kératosiques. Alors, autre lésion qui peut évoquer un mélanome, le carcinome basocellulaire dans sa forme tatouée. À l'examen, l'aspect perlé et la présence de télangiectasie permettent d'écarter le diagnostic de mélanome. L'histiocytofibrome, c'est un petit fibrome de collagène intradermique. Alors, ça se présente sur des petits nodules assez fermes à la palpation, qui sont intradermiques, qui sont localisés au niveau des membres, qui sont particulièrement fréquents et qui peuvent être pigmentés surtout sur la peau noire. Les hémangiomes, les tumeurs bénignes vasculaires, qui sont de coloration bleutée ou noire, surtout quand elles sont irritées ou thrombosées. Et puis le piège, on va dire, le plus compliqué à déjouer, c'est le mélanome achromique, parce qu'il n'est pas pigmenté et qu'il se présente sous la forme d'une lésion, enfin d'un nodule rose ou rouge. Alors là, je vous ai mis quelques photos de ces fameux pièges. Donc les kératoses, en bas à gauche, on les reconnaît assez aisément. Voilà. Ici, vous avez un histiocytofibrome. Ici, l'angiome thrombosé. Alors les carcinomes basocellulaires ici, et l'aspect perlé sur la périphérie qui signe le diagnostic de carcinome basocellulaire. Après, concernant les mélanomes achromiques, du coup, voilà, le diagnostic est beaucoup plus compliqué. Alors, plus facile à un stade avec cette ulcération, mais là, c'est vrai qu'on peut passer totalement inaperçu, d'autant que les lésions de mélanome ne sont pas symptomatiques. Enfin, ne sont pas forcément symptomatiques. Alors, donc on a dit tout à l'heure que le diagnostic histologique, c'était le seul examen de certitude. Donc, il se fait après l'exérèse complète de la lésion. Et le compte-rendu va nous donner un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre d'estimer le pronostic. Alors, on a d'abord comme premier élément l'épaisseur de Breslow, qui est l'épaisseur maximale entre la couche granuleuse de l'épiderme, en haut, et la cellule mélanique maligne la plus profonde. Deuxième élément, le niveau de Clark qui correspond à l'invasion dans le derme. Là, je vous ai mis une petite photo pour visualiser l'épaisseur de Breslow et le niveau de Clark. Alors, autre élément, l'ulcération. Alors, l'ulcération, une mélanome ulcérée, en fait, a un caractère péjoratif. Et il faut savoir que l'ulcération va minorer l'épaisseur de Breslow. Les phénomènes de régression sont des disparitions de mélanocytes tumoraux dans l'épiderme ou dans le derme. Ça va également sous-évaluer l'indice et ça va encore être un facteur de mauvais pronostic. Et puis surtout l'indice mitotique qui correspond au nombre de mitoses mesurées sur 4 champs à fort grossissement, c'est le facteur le plus puissant. Et pour finir, bien évidemment, la marge d'exérèse, si on est en marge saine, ça va. Si on n'est pas en marge saine, de toute façon, il faut faire des reprises. Alors, concernant les sous-types de mélanome, on distingue des mélanomes l'aspect histologique, on les classe en fonction de l'aspect histologique. Le SSM, c'est un mélanome qui a une épaisseur inférieure à 0,5 mm. Alors, c'est la majorité des mélanomes, 60 à 70%, et il est de très très bon pronostic. Ensuite, on a des mélanomes nodulaires qui correspondent à 20 à 30%, qui sont en général beaucoup plus agressifs et qui évoluent assez vite, donc dont le diagnostic est souvent tard, enfin pas qu'il soit tardif, mais on intervient souvent trop tard. Ensuite, les mélanomes acrolentigineux qui correspondent à 2 à 10% sur peau blanche, par contre plus de 60% sur peau noire. Et les lentigos de Dubreuil qui sont des mélanomes assez superficiels qui touchent 5 à 10%
qui touchent les personnes âgées, pardon, qui sont situées sur les zones photo-exposées et correspondent à 5 à 10% des mélanomes. Alors, autre élément, c'est que le mélanome est exceptionnel chez l'enfant. Le diagnostic est très très difficile et en règle générale, c'est un mélanome qui apparaît de nouveau, qui n'évolue pas sur un grain de beauté. Concernant la grossesse, il n'y a aucun lien qui prouve que le mélanome intervient sur le développement ou entraînerait une aggravation de mélanome préexistant. Alors, il y a des mélanomes extracutanés, notamment les mélanomes muqueux, qui représentent 5%, qui sont de très mauvais pronostics puisque le diagnostic, là, pour le coup, est franchement tardif. Le mélanome vulvaire qui touche les femmes âgées. Celui des fosses nasales dont le diagnostic est un peu moins péjoratif. Et puis surtout l'anorectal, alors là, c'est la catastrophe parce que on ne le voit pas. Et on le voit souvent quand il est déjà métastatique. Quant aux mélanomes oculaires, qui peuvent toucher la choroïde, l'iris ou les corps-ciliaires, ils sont en règle générale en lien avec une mutation, la mutation GNAQ ou GNA11. Et puis dernière chose, c'est qu'on va classer maintenant les mélanomes en fonction des mutations qui sont impliquées dans la cancérogénèse. Alors c'est très important, Émilie va vous en parler tout à l'heure parce que c'est la cible de traitement. Parmi les plus connues, la mutation BRAF, qui correspond, enfin qu'on voit plutôt dans les SSN et les populations jeunes, et la mutation NRAS qui concerne plutôt les mélanomes nodulaires qui touchent les extrémités ou les zones photo-exposées chroniques. Alors la partie centrale, c'est vraiment le dépistage, la prévention. La prévention primaire, c'est vraiment changer les comportements et diminuer l'exposition au soleil. Alors, je voulais parler rapidement des crèmes solaires, des produits de protection à l'exposition. En fait, il faudrait, pour que ça soit efficace, mettre des quantités équivalentes à 2 mg par centimètre. Il faudrait que l'application soit particulièrement homogène et que le produit soit adapté au phototype. Mais en règle générale, ce qu'on voit, c'est que non seulement la quantité est 5 fois inférieure à la dose requise, et puis qu'il y a des zones qui sont régulièrement oubliées, les oreilles, les tempes, les faces latérales du cou. Sans compter que maintenant, il y a beaucoup de formes qui sont développées des galéniques qui sont assez agréables, comme les brumes, les huiles, sauf que l'application ne sera pas du tout homogène. C'est-à-dire qu'on va en mettre sur les zones, je ne sais pas si vous me voyez, mais sur les zones, les faces externes des bras, et on va oublier les replis cutanés. Alors là, le dépistage en population générale correspond aux campagnes de dépistage. Donc il y a, pour savoir, on a une journée de dépistage annuelle qui se fait en général au mois de mai. Alors ces campagnes, on a constaté que ces campagnes ont peu d'impact, mais le gros avantage, c'est qu'on parle du mélanome. Et il faut en parler parce que beaucoup de patients ne se doutent pas une seconde qu'un grain de beauté pourrait évoluer en mélanome. Ensuite, l'éducation à l'autosurveillance. Donc, il faut, avec les règles simples d'ABCDE et du vilain petit canard, le patient peut surveiller lui-même ses grains de beauté. Il faut l'inciter à prendre des photos de ses grains de beauté pour qu'il puisse les comparer dans le temps et pouvoir les montrer à un professionnel si il constate un changement. Et puis, dernière chose qui me semble importante, c'est que beaucoup de professions autres que médicales ou médicales, paramédicales, sont en contact de la peau. Et il faut les former au diagnostic de lésions pigmentées irrégulières, de lésions qui leur fait suspecter un mélanome. Et d'ailleurs, de plus en plus, je reçois moi au cabinet des patients adressés par des podologues, des pédicures, des coiffeurs. Donc c'est que voilà, ça avance. Alors, autre chose, c'est qu'il faut prendre en charge les précurseurs. Donc, les précurseurs, ce sont les grains de beauté, congénitaux. Alors, on a pensé dans le temps que les grains de beauté, les névus congénitaux étaient plus à risque de développer des mélanomes. En fait, les études tendent à prouver que le risque est quasiment identique aux grains de beauté qui apparaissent au cours de la vie. Sauf les grains de beauté géants, alors ceux qui font plus de 3 cm, mais en règle générale, ces grains de beauté échappent à l'exérèse, c'est beaucoup trop compliqué, c'est des surfaces de peau trop étendues, donc c'est des dossiers qui sont très très compliqués. Et puis dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que plus le sujet présente des facteurs de risque,
plus il faut le suivre de près, enfin comme suivre du lait sur le feu. Donc il ne faut pas hésiter à augmenter les fréquences de consultation et puis toujours enregistrer des données, c'est-à-dire qu'on va faire des photos, enregistrer les tailles, etc. Et ça doit être fait par tout le monde, par le patient, par le médecin généraliste et par le dermato. Alors, quand un mélanome est diagnostiqué, première chose à faire, c'est que le patient doit bénéficier d'un examen complet. Il faut absolument regarder l'ensemble du segment, déjà à la recherche d'un deuxième mélanome, et également d'autres lésions, parce que ce sont en général d'autres lésions d'autres cancers de peau de type carcinome basocellulaire ou épidermoïde, puisque ce sont des peaux abîmées par le soleil, donc ils vont être très sujets à ce type de cancer. Et puis palper les aires ganglionnaires de drainage. En ce qui concerne le bilan paraclinique, il dépend du stade. Plus le mélanome est superficiel, moins on a besoin d'examens complémentaires puisqu'il est uniquement localisé dans la superficialité de la peau. Et puis il va s'infiltrer en profondeur dans le derme, donc à pouvoir après atteindre les vaisseaux et les ganglions. Puis il faudra rajouter des examens, donc au stade 2-3, l'échographie ganglionnaire de l'aire de drainage. Et à partir de mélanomes épais, qui ont une ulcération ou des facteurs de mauvais pronostic, on n'hésitera pas à faire un écho plus le scanner thoraco-abdominopelvien ainsi que cérébral. Puisque les métastases du mélanome sont par ordre de fréquence ganglionnaire, pulmonaire, cérébrale, hépatique et puis osseuse. Alors pour finir, je vais vous dire quelques mots sur le mélanome sur peau noire. Alors déjà, c'est pas négligeable et donc c'est un cancer qui est en augmentation et dont l'incidence n'est pas négligeable. Il est plus fréquent chez l'homme. Les facteurs étiologiques sont peu ou pas du tout connus puisque là, le rôle du soleil est difficile à voir, surtout qu'il atteint des zones qui ne sont pas exposées, photo-exposées. Puisque la localisation est acrale de façon prédominante et surtout plantaire, ce qui est le cas de la majorité des mélanomes chez l'homme. Alors là, la forme histologique est d'abord acrolentigineuse et en deuxième rang, c'est plutôt les nodulaires. Le diagnostic est souvent tardif et il y a d'emblée des facteurs péjoratifs, donc des épaisseurs de bresse très importantes et une ulcération, de nombre de mitoses élevés et des phénomènes de régression. Alors le problème, c'est déjà la difficulté de diagnostic parce que les peaux noires pigmentent et qu'il y a beaucoup de lentigos, beaucoup de pigments qui se déversent au niveau des pommes, des plantes, au niveau des ongles. Et puis le retard se fait parce que comment dirais-je, il y a une méconnaissance du mélanome en Martinique. Voilà. Et je rajouterais aussi, c'est asymptomatique, donc les gens ne voient pas qu'ils ont des taches sur les pieds, surtout les personnes âgées qui n'ont plus la souplesse du dos pour aller sur leur regard. Alors là, c'était les photos de mélanome, c'est des mélanomes achromiques. Donc là encore, un mélanome achromique, diagnostic assez difficile, parce qu'effectivement, il n'y a pas de pigment et le diagnostic peut errer vers des ulcérations traumatiques, des ulcérations liées au diabète. Et il ne faut pas hésiter à adresser au dermato pour faire une biopsie quand on a un doute, quand on a un retard de cicatrisation, une mauvaise cicatrisation. Quand bien même il y a des facteurs de risque cardiovasculaires, des problèmes de circulation artérielle ou veineuse, pas hésiter quand on a le moindre doute à faire une biopsie. Donc c'est le seul cas où on accepte la biopsie, quand on est sûr du diagnostic, c'est du biopsie. C'est l'exérèse d'emblée. C'est l'exérèse d'emblée. Là c'est le seul moment avec éventuellement le Dubreuil où on va accepter de faire une biopsie. Là encore, ça c'est un chiffre de patients, des patients antillais. Ouais. C'était un diabétique, donc adressé pour mal perforant. Puis on voit quand même sur la photo de gauche qu'il y a quand même du pigment, ça nous oriente vers le diagnostic. Mais là aussi on avait quand même fait une biopsie pour confirmer. Et là c'était le piège, c'était un jeune patient de 30 ans, hospitalisé en médecine interne pour explorer un lâcher de ballon. Et donc ils n'avaient pas du tout regardé son pied, et donc ils étaient en train de chercher plein de choses. Et finalement c'était un mélanome achromique du 5e orteil. Il avait déjà été biopsié à la clinique à Saint-Paul, mais il n'y avait pas eu d'envoi en anapac, juste en bactériaux. Donc le patient il avait eu des antibiotiques et des antibiotiques. Et puis finalement, on l'a reçu, il était multimétastatique et il est décédé rapidement. Alors on va enchaîner avec mon topo.
Je vais les fermer. Regarde bien souris. Excusez-nous sur la technique. C'est le deuxième. Alors moi je vais enchaîner sur une partie peut-être un peu plus théorique, j'espère que je ne vais pas vous endormir. Moi je suis dermato à l'hôpital, responsable de la RCP d'oncodermato, et c'est nous qui prenons en charge à la MENAR tous les mélanomes. C'est pas les oncologues, en fait on les adresse à Clarac éventuellement s'il y a besoin de radiothérapie, mais sinon ils sont pris en charge à l'hôpital par les dermatos. Alors, une fois qu'on a fait le diagnostic de mélanome, il faut faire la classification TNM avec la classification AJCC, la 8e édition. Alors, je vais vous épargner les détails de la classification TNM. En gros, ce qui est important de retenir, c'est qu'on se base sur l'indice de Breslow, donc la mesure en millimètres, le niveau d'ulcération, la présence de ganglions et la présence de métastases. Donc ça, on en a surtout besoin lors des RCP pour pouvoir classer les mélanomes et puis statuer sur la prise en charge thérapeutique et surtout sur le suivi, savoir quel bilan on va mettre en place aux patients pour la surveillance. Alors le pronostic, là c'est des chiffres avant 2010, puisque 2010 c'est vraiment une année charnière où on a eu vraiment une révolution dans le traitement, mais jusque-là, le mélanome avait un pronostic extrêmement sombre, surtout pour les stades 4. Je vous montre ici, c'est plus schématique. En gros, au stade 1, vous voyez la survie à 5 ans. Au stade 4, il reste plus grand monde. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est l'intérêt d'un dépistage précoce dans l'objectif, dans le but d'obtenir des mélanomes de Breslow inférieurs à 1 mm. Alors, quelques chiffres pour la Martinique. On a fait plusieurs études dans le service pour voir l'épidémiologie. Donc l'incidence standardisée, 2,97 pour 100 000 habitants par an, bon ça ne nous parle pas trop dit comme ça. Il faut savoir qu'en gros on a 500 cancers cutanés, tout cancer confondu par an en Martinique, donc c'est surtout des carcinomes basocellulaires, épidermoïdes. Et on a en moyenne entre 30 et 40 nouveaux mélanomes par an. Il faut savoir que l'incidence elle a doublé en 10 ans, même plus que doublé, et ça a augmenté autant chez les patients à phototype clair que sur les peaux noires. Donc ce n'est pas que le soleil, puisque c'est vrai qu'on a constaté dans le monde entier que l'incidence augmentait et on a souvent dit que c'était à cause de l'exposition solaire, des altitudes de bronzage, mais on remarque qu'en Martinique, ça a aussi augmenté l'incidence. Et là, en ce moment, on a un gros pic, on a constaté à notre RCP qu'on a un gros pic de carcinome et surtout de mélanome depuis le début d'année, probablement en rapport avec le confinement, le Covid. Les gens n'ont pas consulté, donc là, on a énormément de diagnostics de mélanome là, depuis fin d'année, début d'année. Alors, il y a eu plusieurs thèses et plusieurs études dans le service. Ce qu'on remarque, c'est que sur phototype foncé, les patients sont plus âgés par rapport au phototype clair. 78 ans en moyenne pour les phototypes foncés. Ce que Sylvie nous a déjà dit, c'est que sur les peaux noires, on va avoir surtout une atteinte des membres inférieurs, avec surtout des acros lentigineux, des atteintes plantaires ou des orteils. Tous les mélanomes muqueux qu'on a eu, c'était sur des peaux noires. On a eu des mélanomes du rectum, comme sur la photo en bas à droite, des mélanomes vulvaires. Et ce qu'on constate, c'est que sur les phototypes clairs, donc sur les peaux blanches, c'est plutôt des mélanomes du tronc. Alors au niveau du substitut histologique, comme Sylvie nous a dit, sur les peaux foncées, c'est plutôt des acros lentigineux, alors que chez les peaux claires, c'est des mélanomes SSM. L'indice de Breslow, il est beaucoup plus élevé sur les peaux noires. Vous voyez le Breslow moyen phototype foncé 5,9 mm contre 0,9 mm sur peau blanche. Donc vraiment 5,9, c'est des très très gros mélanomes et le pronostic est beaucoup plus sombre. Vous voyez sur la photo en bas, le mélanome il est extrêmement épais. Donc quand on regarde sur le schéma à nouveau, phototype foncé, donc ça fait des mélanomes qui peuvent aller à plus de 4 mm. Alors au niveau des mutations, c'est vrai que depuis qu'on a les nouvelles thérapies ciblées, on recherche quasi systématiquement les mutations.
En pratique courante, c'est la mutation BRAF V600 qu'on recherche. Donc Sylvie vous a déjà expliqué que c'est plutôt sur peau blanche qu'on va retrouver la mutation BRAF. Ce qui nous intéresse ici aux Antilles, c'est que finalement, sur peau noire, on n'a pas de mutation. 15% de BRAF dans la littérature. Sur une étude qu'on avait faite ici, il y en avait moins que ça. Donc ça nous fait déjà une arme thérapeutique en moins pour les peaux noires. Donc très schématiquement, mutation de BRAF, vous voyez sur le schéma à droite, la cellule du mélanome. En fait, c'est la voie de signalisation des MAP kinases qui a un rôle important dans la régulation de la prolifération, de la survie et de la différenciation et de la migration cellulaire et de l'angiogénèse. En gros, quand vous avez la mutation BRAF, ça va entraîner une prolifération tumorale et si vous bloquez cette voie, ça va permettre d'inhiber ce renouvellement cellulaire tumoral. C'est très schématique. Donc là, si on revient à nos études en Martinique, ce qu'on voit, c'est que la majorité des mélanomes acro-lentigineux ne sont pas mutés BRAF. Donc en gros, sur nos mélanomes à peau noire, donc plantaires essentiellement, acro-lentigineux, les Breslow sont élevés, les patients sont plus âgés et il n'y a pas la mutation BRAF. Donc le pronostic est beaucoup plus sombre sur peau noire que sur les mélanomes à phototype clair. Donc là aussi, vraiment intérêt du dépistage précoce. Donc comme Sylvie vous le disait, on fait chaque année une journée de dépistage, on en reparlera peut-être à la fin. Et c'est vrai que ça nous permet de faire de la communication, notamment sur le France Antilles et à la radio. Et on dit aux gens vraiment, regardez sous vos pieds, quand vous voyez une tache plus foncée ou plus large que les taches classiques qu'on peut voir sur les peaux noires, vraiment, il faut consulter. Alors, la prise en charge du mélanome, comment ça se passe? C'est une chirurgie en 2 temps. Donc, pas de biopsie, on enlève d'emblée, même sur un gros mélanome plantaire qui fait 4-5 cm, on ne va pas faire de biopsie. En général, on est sûr de nous, donc on enlève. Si on n'est pas sûr, on présente la photo en RCP, et là on va valider avec les chirurgiens, les dermatos, qu'on peut l'enlever d'emblée sans faire de biopsie, sans confirmer qu'il s'agit bien d'un mélanome. Donc on fait d'abord une exérèse sans marge, donc pas de biopsie. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va faire une reprise avec des marques de sécurité. En gros, on se dit que s'il reste quelques cellules tumorales qui sont en train de migrer en périphérie, on enlève une bande de sécurité. Il vaut mieux faire ça le plus rapidement possible après l'exérèse, en fait, dès qu'on a eu l'indice de Breslow, mais on peut aller jusqu'à 6 mois. Au-delà de 6 mois, il n'y a pas d'intérêt à faire une reprise. Alors, pourquoi j'ai mis l'astérisque? Parce que finalement, si vous avez un patient qui a un mélanome d'emblée métastatique, comme le patient dont on vous a montré les photos, là, le jeune avec son mélanome chronique du 5e orteil, aucun intérêt d'aller lui enlever son mélanome, sauf si c'est quelque chose de douloureux ou ça saigne ou ça sent mauvais. Mais s'il est d'emblée multimétastatique, on ne fait pas de chirurgie, là on va d'emblée passer à un traitement par immunothérapie, thérapie ciblée ou chimiothérapie. Donc l'indice de Breslow, ça Sylvie vous a expliqué, donc c'est l'épaisseur en millimètres du mélanome. Et en fonction de cet indice de Breslow, on va voir à combien on retire la marge de sécurité. Donc ça fait des cicatrices qui sont souvent assez larges. On est toujours étonné pour un petit mélanome. Pour un mélanome in situ, donc in situ c'est intraépidermique, les cellules tumorales n'ont pas dépassé la membrane basale, on va faire des marges de 0,5. Donc c'est 0,5 de part et d'autre de la cicatrice initiale, donc ça fait déjà au moins 1 cm, et il faut aller jusqu'au fascia. Donc les marges d'exérèse c'est en latéral, c'est pas en profondeur. L'important c'est d'enlever tout le tissu jusqu'au fascia. Donc pour les mélanomes de 0,1 à 1 mm de Breslow, on va faire une marge de 1 cm. Pour les mélanomes de 1,1 à 2 mm, des marges de 1 à 2 cm. Donc on laisse le choix au chirurgien en fonction de la localisation. Si on est sur un visage ou une zone compliquée, on va faire 1 cm. Mais si on a de l'espace, on prendra 2 cm. Pour les mélanomes de plus de 2 mm, on va faire des marges de 2 cm. Avant, on proposait au-delà des marges de 3 cm, on s'est rendu compte que ça ne changeait rien qu'on enlève 2 ou 3 cm. Donc 2 cm, ça fait déjà beaucoup. Ça fait au moins 4 cm de diamètre. Donc vraiment, on décide de respecter ça. Et vous voyez sur les photos, ça fait de sacrés balafres. Hein, sur le patient en haut à droite, qui en a retiré 2 mélanomes, c'était des mélanomes in situ, en plus, donc des petits mélanomes. Mais finalement, pour ne pas avoir les oreilles, ça donne des très larges cicatrices. Alors, sur les mélanomes acro-lentigineux, souvent, on est obligé d'amputer un rayon, parce que quand c'est sur un orteil, on a du mal à conserver l'orteil. Des fois, on est même obligé d'amputer l'avant-pied. Et ce que vous voyez en bas, ça peut affoler nos jeunes internes qui n'ont jamais vu de peau noire. Pas de panique, ce que vous voyez là, c'est de la greffe. C'est pas une récidive de mélanome.
En fait, sur un mélanome acro-lentigineux, on fait une exérèse et dans un second temps, on va greffer avec la peau en général de la cuisse. Donc une peau qui est déjà de base plus foncée et avec la réaction inflammatoire et les frottements, ça va pigmenter. Donc c'est normal d'avoir une greffe de mélanome qui est hyper pigmentée. Alors un cas particulier, c'est le mélanome de Lubreuil. Comme Sylvie vous l'expliquait, c'est souvent des lésions du visage qui sont très larges. Donc là, on peut autoriser la biopsie. Et ensuite, pour l'exérèse, on va, quand c'est compliqué à enlever, on va éviter de faire de trop grosses cicatrices. Et donc, le plus souvent, on enlèvera avec des marges de 0,5 cm. Alors, le ganglion sentinelle, pendant des années, on ne l'a pas fait. Et finalement, c'est revenu à l'ordre du jour. Et les études nous montrent que finalement, dans certains cas, il faut faire un ganglion sentinelle. Donc, le ganglion sentinelle, c'est le premier ganglion dans lequel le mélanome va métastaser. On l'enlève au moment de la reprise, donc dans le deuxième temps. Et alors pour qui on va proposer ce ganglion sentinelle? Et bien on va le proposer surtout pour les patients qui ont un mélanome de plus d'1 millimètre, sans ganglion identifié cliniquement. C'est-à-dire que si vous palpez aucun ganglion dans l'aire de drainage et que le mélanome fait plus de 1 mm de Bresto, vous proposez le ganglion sentinelle. Si vous avez déjà des ganglions qui sont palpables et suspects, là, ça n'a aucun intérêt. Il faut aller faire une adénectomie pour confirmer. Le ganglion sentinelle n'a un intérêt que lorsqu'on ne palpe rien, lorsqu'on a un bilan d'extension initiale négatif. Donc, pour les Bresto supérieurs à 1 mm ou entre 0,8 et 1, ça c'est à proposer aux patients, ce n'est pas obligatoire. Par contre, moins de 0,8 s'ils sont ulcérés. Vous avez dit que c'était un critère de mauvais pronostic, donc pour tout mélanome ulcéré, on va le proposer. Et pour un petit mélanome de moins de 0,8 qui n'est pas ulcéré, on ne le propose pas. Donc ça, c'est les chirurgiens plasticiens qui nous font ça à mon sein. Donc ils font lors de la reprise d'exérèse, ils nous font le ganglion sentinelle. Alors si on a des adénopathies qu'on palpe, la question du curage se pose. Avant, on faisait systématiquement le curage. Maintenant, c'est discuté. Donc on fait le curage quand on a des adénopathies palpables ou qui sont visibles facilement en échographie au scanner. Là, vous voyez sur la photo du patient un gros paquet ganglionnaire. Donc, on va le proposer si le chirurgien nous dit que c'est simple, si c'est pas trop emmêlé avec des vaisseaux. Mais c'est pas systématique, ça se discute en RCP, puisque il y a certains centres qui ne le font plus du tout. Maintenant qu'on a des traitements efficaces, ça se discute. Alors nous, en Martinique, on le conseille quand même, parce que j'en parlerai après, mais au niveau thérapeutique, déjà on n'a pas les antibéraphes anti-mec sur peau noire puisque les patients ne sont pas mutés, et on a fait récemment une étude sur l'immunothérapie. Malheureusement, c'est beaucoup moins efficace sur peau noire que sur peau blanche. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire comme traitement? Lorsqu'on est au stade 3A, B, C, D, c'est-à-dire une métastase ganglionnaire, ou stade 4 après résection, c'est-à-dire mélanome qui a été réséqué en totalité. Donc on a enlevé les métastases de mélanome initial et les ganglions. Là, les patients sont éligibles à un traitement adjuvant. Donc le traitement adjuvant, c'est un traitement en gros préventif. On considère que le patient est en rémission et on va lui faire un an de traitement pour éviter les récidives. Et donc là, on aura le choix, soit l'immunothérapie, donc un anti-PD-1, c'est le nivolumab, soit une thérapie ciblée si le patient a la mutation BRAF. Donc le statut BRAF, on le recherche sur le mélanome initial ou sur une métastase. Alors la radiothérapie, est-ce qu'elle a sa place dans le traitement du mélanome? On sait que c'est un cancer qui est quand même peu radiosensible, mais on l'utilise quand même. On peut l'utiliser après un curage, lorsqu'il y a des critères de mauvais pronostic, lorsqu'il y a des métastases ganglionnaires et qu'il y a une rupture capsulaire, un nombre de ganglions supérieur à 3 ou un ganglion qui fait plus de 3 cm. Dans ce cas-là, après curage, on va irradier la zone ganglionnaire qui a été enlevée. On peut également aussi proposer une radiothérapie quand il y a des métastases cérébrales. On peut faire de la radiothérapie stéréotaxique. Donc tout ça, ça se fait avec la RAC. Alors, quand on est en stade 4 non résécable, donc patient métastatique ou multimétastatique, ou stade 3 pardon, non opérable, donc atteinte ganglionnaire et inopérable, là, on va suivre un algorithme. Ça, c'est les recommandations de la Société française de dermatologie. Donc, cet algorithme, il se base sur la présence ou pas de la mutation BRAF. Donc là, les photos à gauche, c'est ce qu'on appelle les métastases en transit. C'est un patient qui avait un mélanome, qui a un mélanome plantaire, on l'a présenté à la RCPI lundi. Avec des métastases ganglionnaires et il a des métastases en transit, donc des nodules de perméation du mélanome
entre son mélanome initial et le premier relais ganglionnaire. Alors, comment on va décider du traitement? Je vous ai dit, c'est en fonction de la mutation BRAF. Donc, un anti-BRAF et anti-MEK si il y a la mutation, et sinon, on proposera une immunothérapie. Alors, l'immunothérapie, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de checkpoint. Ça a été la révolution. On a eu tout d'abord le Yervoy, qui est un anti-CTLA4, l'ipilimumab, en 2011, qu'on utilisait tout seul. Alors, ça fonctionnait pas très bien. C'était quand même la révolution parce qu'on arrivait à gagner 3 ou 4 mois de survie. Donc, c'est pas grand-chose, mais pour le mélanome, c'était une révolution de gagner 3-4 mois. Et puis ensuite, en 2014, on a eu l'AMM pour l'Opdivo et le Keytruda, donc le nivolumab et le pembrolizumab, qu'on pouvait utiliser en monothérapie. Et depuis quelques temps, maintenant, on fait une bi-immunothérapie. Donc, en gros, c'est quoi le principe de ces immunothérapies? C'est pas une action directe sur la tumeur, mais une action indirecte où on va stimuler le système immunitaire. On va faire sécréter, si vous voulez, les lymphocytes qui vont aller s'attaquer après à la tumeur. Donc, en gros, on constitue une armée de lymphocytes qui vont aller s'attaquer à la tumeur. Et tout ça en inhibant un frein à la réponse immunitaire antitumorale. Normalement, en fait, on a une inhibition de la réponse antitumorale. Là, on va lever cette inhibition et donc on va favoriser cette réaction immunitaire avec comme principal problème, c'est les effets secondaires d'ordre immunologique. Donc ça vraiment, c'est la révolution dans la prise en charge du mélanome. Donc le mélanome, c'était le premier cancer où on a utilisé cette immunothérapie, mais maintenant ces traitements, ils ont l'AMM pour plein de cancers, le cancer du poumon, le cancer du rein, enfin plein de cancers. Donc en gros, si on regarde avec ce qu'on avait avant, c'est-à-dire le déticène, la chimio classique jusqu'à 2010, c'était le déticène. Ce qu'on peut voir, c'est que à 1 an de traitement, sous déticène, on avait 42% de survie. Sous nivolumab, seul, on a 72% de survie, 73%. Donc, c'est vraiment une révolution. Donc là, je vous mets l'exemple d'un des premiers patients qu'on a traité en 2015. C'était un mélanome particulier, c'est ce qu'on appelle un mélanome déphoplastique, qui avait récidivé avec des métastases locales. Il avait sur la joue un gros paquet ganglionnaire, il avait d'autres localisations ganglionnaires cervicales, et le chirurgien ne pouvait pas l'opérer. Donc, on lui a fait une immunothérapie simple par anti-PD-1, donc par nivolumab, 240 mg tous les 15 jours ou 400 mg toutes les 4 semaines. Donc, ça, c'est le protocole qu'on peut faire aujourd'hui. À l'époque, on était à 3 mg kilo tous les 15 jours. Donc, c'est un patient qui a très bien répondu. Et après 15 cures, il était en rémission, comme vous voyez sur la photo. Donc, c'est vraiment assez satisfaisant de se dire qu'aujourd'hui, on peut guérir un mélanome. Maintenant, on a la double immunothérapie. Donc, on associe l'ipilimumab, donc l'anti-CTLA4, avec le nivolumab, donc l'anti-PD1. Et ça nous permet d'augmenter le taux de survie. Donc, vous voyez là, à 36 mois, donc à 3 ans, quand on fait une double immunothérapie, on a une survie globale à 58%. Donc, c'est quand même énorme. Hein. Déjà, on était très content de l'ipilimumab, 34%, mais là, on arrive à 60%. Donc, c'est vraiment 6 patients sur 10 qui sont en vie après 3 ans. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant, même si 4 sur 10 ne vont pas répondre. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a un taux de contrôle de la maladie sous bi-immunothérapie qui est de 71%. Donc, on a une maladie stable dans 12%. Donc, des patients qui ont finalement une maladie chronique et ils ont des mélanomes avec des métastases mais qui n'évoluent pas. Une réponse partielle avec certaines métastases qui persistent, d'autres qui régressent complètement, et puis 17% de réponse complète. Donc c'est vrai que c'est pas beaucoup, 17%, mais comme je vous dis, ça reste une révolution. Alors, les effets secondaires de cette immunothérapie, malheureusement, ils sont nombreux. On peut avoir des pneumopathies inflammatoires. Ce qu'on a surtout et ce qu'on redoute, c'est les diarrhées ou les colites. C'est très embêtant, les colites sous immunothérapie, parce qu'on doit interrompre le traitement. On doit surtout les mettre sous corticoïdes, et c'est vrai que si on les met sous corticoïdes, ça enlève l'efficacité de l'immunothérapie, donc on va faire une pause, et parfois on doit même les mettre sous anti-TNF. On peut avoir aussi des hépatites d'origine immunologique, des néphrites, excusez pour la faute, des endocrinopathies, alors ça c'est aussi très fréquent, les dysthyroïdies. Donc systématiquement, tous les mois ou en entraînement, on fait un bilan thyroïdien, on fait un bilan, dès qu'ils sont fatigués, on va doser le cortisol, enfin on va rechercher une hypophysique. Donc vraiment, on traque tous ces désordres immunitaires. On peut avoir une éruption cutanée. On a très souvent des vitiligo. Alors, c'est très embêtant sur les peaux noires, parce que c'est affichant.
les patients parfois veulent arrêter le traitement dès qu'ils voient leur vitiligo. Nous, on est plutôt contents parce que pour nous, c'est un signe d'efficacité. Si vous avez un vitiligo, c'est que votre système qui apparaît, c'est que votre système immunitaire s'emballe. Donc, les lymphocytes ne font pas la part des choses entre le mélanocyte pathologique, cancéreux, et le mélanocyte normal. Donc, en gros, vous déclenchez un vitiligo, ça veut dire que ça y est, le traitement commence à agir. Donc, nous, on est toujours très contents quand on voit apparaître des vitiligo. Le patient, beaucoup moins. On peut avoir rarement des myocardites, une asthénie qui est assez importante et une diminution de l'appétit. Donc, comme je vous le disais, le vitiligo, vous voyez chez ce monsieur, il a eu une atteinte extrêmement diffuse. On a dû arrêter son immunothérapie après 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, parce qu'il il a fait aussi une atteinte ophtalmique, il a fait une uvéite. On a fait un relais par déticène. Donc, quelques mois après l'arrêt de l'immunothérapie, il a commencé à repigmenter. Donc, au moins, on rassure les gens en disant quand vous serez guéri, vous allez voir, ça va repigmenter. Et ce patient, aujourd'hui, il est en rémission. Donc, ça fait à peu près 10 ans maintenant qu'on le suit pour son mélanome. Donc, vraiment, c'est de très bons résultats. Même si on est obligé d'interrompre l'immunothérapie, on peut faire un relais par chimio. Et les études montrent que si on a commencé par une immunothérapie, la chimiothérapie fonctionne mieux. Alors maintenant, les thérapies ciblées, donc ce qu'on appelle les thérapies ciblées, c'est celles qui ciblent les mutations. Donc comme vous avez dit, on peut avoir la mutation BRAF. Donc mutation BRAF surtout chez les blancs. Sur nos mélanomes à antilineux de phototype foncé, elle n'est pas présente. Donc la thérapie ciblée anti-BRAF, anti-MEC, c'est le tafinlar et le méquinis. L'avantage, c'est que c'est un traitement par comprimé, donc un traitement oral. Donc ça aussi, c'est une révolution. C'est vraiment assez intéressant, surtout que les patients, ce type de patients sont plus jeunes, donc actifs, ça leur permet de garder une vie à peu près normale. Donc là aussi, il y a eu une étude, la première étude, c'était Combivé. Ils n'ont malheureusement pas comparé avec le déticène, ils ont comparé avec le vénuraféline, un anti-BRAF qu'on utilisait avant, seul. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'à 5 ans, on a 32% de survie. Donc, c'est moins bon que la double immunothérapie, mais c'est quand même pas mal. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'au bout de quelques années, ou parfois quelques mois, ça dépend des patients, on a une résistance aux anti-BRAF, anti-MEC. Ce qui est intéressant avec ces thérapies ciblées, c'est qu'elles agissent très vite. On a eu des patients avec des métastases cutanées, on les a vu fondre en 10 jours. Donc vraiment, c'est assez impressionnant la vitesse d'efficacité, mais il y a des résistances. Et contrairement à l'immunothérapie, qui par contre peut prendre beaucoup de temps à agir, ça peut mettre 3-4 mois. Donc pour les patients chez qui on a une croissance tumorale rapide, qui évolue très rapidement, malheureusement souvent les immunothérapies n'ont pas le temps d'agir. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant pour des patients à phototype clair qui évoluent très rapidement. Ça permet de diminuer rapidement le volume tumoral et après, on peut éventuellement faire un relais par thérapie ciblée. Donc aujourd'hui, l'AMM, enfin pas l'AMM, les recommandations de la Société française dermato nous disent qu'il faut commencer par les anti-BRAF, anti-MEC quand on a la mutation et en cas d'échec, passer à l'immunothérapie. Or, les études aux États-Unis nous montrent que chez un patient muté, la survie sera meilleure si on commence par l'immunothérapie et qu'on passe après par les anti-BRAF, anti-MEC. Alors c'est vrai que dans le service, ça nous est arrivé de le faire, mais on est hors AMM et hors recommandation. Donc là aussi un exemple, c'est un patient que j'ai vu en décembre 2020 qui avait eu un mélanome du cuir chevelu opéré à Montpellier. Il avait refusé sa reprise d'exérèse parce que ça allait faire une trop grosse cicatrice, il ne voulait pas de greffe. Bon, il arrive en Martinique, je le vois avec un nodule qui faisait 2-3 cm, plus un autre nodule juste devant qui faisait un peu moins d'1 cm, donc un nodule sous-cutané et un nodule bleuté. Il refuse l'opération, donc on demande à Montpellier de nous envoyer les lames pour chercher la mutation. On traîne un peu pour avoir le résultat. Entre-temps, ben, ça pousse même très très vite. Février 2021, il ne veut pas de traitement. Puis finalement, il décide de retourner à Montpellier. À Montpellier, ils refont des biopsies qui retrouvent la mutation de BRAF, alors que sur la première biopsie, elle n'était pas présente. Et donc là, c'est le résultat après 1 an de thérapie ciblée. Donc le nodule finalement bleuté, il est stable, mais vous voyez la grosse montagne qu'on avait sur la photo d'avant, vraiment la grosse tumeur, elle a fondu, c'est assez impressionnant. Donc là, on est à 1 an de traitement. Il a fait 2 PET scanners à 3 mois d'intervalle qui ne bougent pas. Donc là, on est dans une stabilité. Donc je ne sais pas si on obtiendra mieux que ça. En tout cas, si on voit qu'il progresse, là, on le passera sous immunothérapie.
Donc cet anti-BRAF, anti-MEX, cette thérapie ciblée, on peut aussi l'utiliser en adjuvant, quand je vous disais, après résection complète des métaganglionnaires ou des métastases, s'il y a une métastase pulmonaire par exemple, enfin une métastase isolée, on peut l'utiliser après résection complète en adjuvant pendant 1 an. Donc là aussi avec de très bons résultats. Donc c'est vraiment une révolution, tous ces traitements dans le mélanome. Parce qu'avant, nous n'avions que les chimiothérapies conventionnelles, qu'on continue quand même à faire, hein, le Déticel surtout, c'est un traitement qui est bien toléré, mais qui n'a que 20% d'efficacité. Donc, il y a, comme je vous le disais, malheureusement, les patients avec des mélanomes prolongigineux plantaires n'ont pas la mutation BRAF et sur les études qu'on a fait, on a une interne qui a fait sa thèse dessus, l'immunothérapie serait moins efficace sur les peaux noires que sur les peaux blanches. Donc, c'est vrai que souvent, c'est des patients qui finissent par avoir des traitements par chimiothérapie Déticel. En deuxième ligne, on mettra du Muforan, ou alors en première ligne, s'il y a des métastases cérébrales, puisque le Déticel ne passe pas la barrière hémato-encéphalique, donc le Déticel, c'est qu'en absence de métastases cérébrales. Ensuite, il y a d'autres associations, mais c'est vrai que malheureusement, on n'a souvent pas le temps d'arriver à ces associations, les patients sont en palliatif. Donc je crois que c'est tout. Donc voilà, on voulait en gros vous présenter ce mélanome, je voulais insister sur la prévention. Ça reste un cancer grave qui touche potentiellement des patients jeunes. Et vraiment, l'intérêt, c'est le dépistage précoce. Donc, pendant 2 ans, on n'a pas fait de journée de dépistage à cause du confinement. Donc, cette année, on va la mettre en place. C'est pas encore organisé. On doit organiser ça les prochaines semaines. A priori, ce serait plutôt en juin qu'on va faire ça. Et donc, c'est une consultation anonyme et gratuite. On va faire dans 5 centres en Martinique pour faire que du dépistage. Donc, voilà, regardez juste les patients de la tête aux pieds, voir si c'est des lésions suspectes. Et puis, en fonction, les adresser en urgence chez le chirurgien ou en dermato. Voilà, je ne sais pas si Sylvie, tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Parler de la prévention qui me semble primordiale. Informer vos patients et surtout, comme elle l'avait dit tout à l'heure, de demander aux patients à peau noire de regarder leurs pieds, de regarder leurs ongles et de ne pas hésiter à consulter s'il y a une tache qui apparaît, une tache foncée et qui s'étend progressivement. On a une question du docteur Cucariote. Oui, bonsoir Sylvie, bonsoir Émilie, merci pour cette brillante présentation. Moi j'ai une petite question, on voit fleurir des formations avec utilisation de dermatoscopes, avec des téléconsultations de dermatoscopes, on ne sait pas qui on a de l'autre côté. Donc, je voudrais savoir ce que vous en pensez, parce qu'à mon sens, c'est quand même dangereux, parce que vous avez dit que la formation, de toute façon, elle était très opérateur dépendant, et qu'utiliser un dermatoscope, c'est pas à mettre entre toutes les mains, et qu'après, si on fait des téléconsultations comme ça avec des dermatoscopes, il faut avoir quelqu'un qui puisse analyser le mélanome et l'envoyer. Effectivement, c'est vrai que ça dépend vraiment qui est de l'autre côté du dermatoscope, hein, parce que il faut vraiment une expérience, une bonne formation. On a des particularités ici avec les peaux noires, donc c'est vrai qu'en métropole, on ne connaît pas les mélanomes acro-antigineux, c'est vrai qu'on ne l'apprend pas. Dans notre cursus de dermatologie, on n'apprend pas la peau noire, donc les mélanomes acro-antigineux, les dermatos, ils ne connaissent pas bien. Donc vraiment, l'utilisation de ces cabines, je pense qu'il faut s'en méfier. Le seul intérêt, c'est si on met en place l'intelligence artificielle. Je sais que maintenant, il y a des nouveaux logiciels. Là, vraiment, ça pourra remplacer le dermatologue. Je pense qu'ils pourront devenir bien meilleurs que nous, hein, avec l'intelligence artificielle. Mais c'est vrai, comme dit Émilie, l'utilisation du dermatoscope doit se faire à mon sens au quotidien, parce que vraiment, il y a une expérience à acquérir au fur et à mesure. Et ce n'est pas une utilisation intermittente, sauf de débrouillage, en fait. Si tout le monde peut avoir un dermatoscope, s'il y a une lésion, il y a un doute. Mais pour vraiment trancher et faire le diagnostic, il faut une expérience assez forte. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer deux dermoscopies à 1 mois ou 3 mois d'intervalle. Vraiment, la comparaison, vraiment dermoscopie, là, c'est un bon critère. Ok, merci beaucoup. Donc, la vigilance est de mise dans toutes ces... Ça fait un peu arnaque, quoi. Bon, on n'a pas encore l'expérience, on ne sait pas les retours, mais oui, il faut se méfier quand même. Hein. Oui, ça c'est clair. C'est pas n'importe qui peut diagnostiquer des mélanomes, quoi. Enfin, je pense qu'une formation de quelques heures de dermoscopie ne suffit pas. Non. C'est un travail de tous les jours. Hein.
pense qu'il faut en voir tous les jours pour vraiment discriminer après le névus un peu irrégulier du mélanome. D'autres questions? Docteur Laetitia? Enlever. Ah si, ça y est. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, oui. Voilà. Merci pour votre exposé qui a été rapide. En fait, j'ai pas pu tout noter parce que c'est très dense. Et moi, je voulais juste revenir sur la règle Alors, on vous ABCDE. entend très mal. Ouais, je vais essayer de voir si je peux rapprocher. Vous m'entendez mieux là? Ouais, c'est bon. Voilà, je voulais revenir sur la règle ABCDE. Alors, j'ai noté que 1, c'était assez. On vous entend pas, docteur. On vous entend plus. Oh là là, le truc ne Là, marche c'est pas mieux. très bien. Là, Oui, c'est donc je vous mieux. disais, donc j'ai noté que A voulait dire asymétrie, B bord irrégulier, C couleur multiple, et après le D et le E, j'ai pas du tout le temps de Diamètre pour le D. diamètre. Même si ce n'est pas un bon critère à mon sens, hein, parce qu'on Oui, peut parce avoir que des des graines très très grands, larges et on peut exactement. avoir des mélanomes tout petits. Et moi, je me méfie d'ailleurs souvent des petits, c'est-à-dire des grains de beauté. J'ai une attention toute particulière pour les tout petits grains de beauté qui sont des fois très piégeants. Et puis, Donc le D c'est pour diamètre supérieur à 6 mm, mais pour nous c'est pas un très bon critère. Par contre le E c'est évolutivité, ça c'est un très bon critère. tout à fait. Un changement de forme, de couleur, de taille, si c'est saigné, si c'est douloureux, ça vraiment l'évolutivité c'est important. Ok. Avoir des dermatos en Martinique à l'heure actuelle, c'est très compliqué d'avoir des consultations dermatos. Lorsqu'on veut avoir un avis assez rapidement, comment on procède? Alors, il faut appeler à l'hôpital. Si vous dites que vous êtes médecin, on vous passe le deck des urgences. En fait, on a un téléphone d'avis où vous pouvez nous adresser vos demandes d'urgence. On a un interne qui a tous les jours, du lundi au vendredi, le téléphone et à ce moment-là, vous lui expliquez et vous pouvez envoyer des photos par WhatsApp. D'accord. Mais il faut C'est pas quel envoyer des numéro, par WhatsApp. Alors, s'il vous plaît? donc, il ne faut pas nous envoyer tout et n'importe quoi parce que le téléphone sonne non-stop. Donc, il faut quand même cibler les urgences. Si c'est ça, vous avez on il y a pas de n'entend souci. plus rien. Alors, de mon côté au cabinet, en cabinet libéral, je pense qu'il faut... alors moi, je donne assez facilement mon numéro de téléphone, le numéro de portable, parce que c'est compliqué, c'est même compliqué des fois de passer par les secrétariats. Donc, Ouais. le mieux, c'est de m'envoyer un message. Et à ce moment-là, je garde toujours des créneaux pour les urgences, donc pour recevoir le patient dans la semaine ou les 2 semaines. D'accord. Votre numéro, c'est quoi? Alors, c'est le portable, c'est 227 627. 227 627. 627. D'accord. Et vous êtes docteur Timon, docteur Timon. Simon. D'accord, ok, merci. Qui est à Sainte-Thérèse. Et alors, le D'accord. téléphone pour les avis dermato urgents au CHU, c'est le 06 96 79 21 33. 21 33. Ok, d'accord. Et on peut envoyer donc via WhatsApp éventuellement Alors, les photos quand on si a vous envoyez d'emblée sur WhatsApp, on ne va pas regarder. Il faut d'abord appeler l'interne pour D'accord. expliquer. D'accord. Alors, Ok. moi, juste pour WhatsApp, c'est que, juste petite information, c'est que quand vous envoyez les informations avec l'identité du patient et les photos, n'oubliez pas, enfin moi je supprime après, mais n'oubliez pas de supprimer les informations soumises au secret médical après, par précaution. Ok. D'accord, pas de souci. Excusez-moi, vous pourrez donner le portable de l'hôpital? Oui, je vous redonne ça. 06 96 79 21 33. Pour les vraies urgences, c'est pas pour les patients qui n'arrivent pas à avoir de rendez-vous dermato. D'accord. Urgence dermato. Ok. Merci. Ils sont toute la Merci. journée, donc c'est pour ça, on veut cibler. D'autres questions? En fait, votre micro n'est pas coupé. Vous en avez beaucoup sur le mélanome d'oreille? De l'oreille, non.
Alors moi quand même hier j'ai vu une lésion vraiment à l'intérieur de la côte qui me semblait suspecte, donc je l'ai envoyé directement au chirurgien justement pour avoir une exérèse totale, donc à suivre. Bon après c'est un patient de phototype 5, donc on va voir ce que ça donne, mais à l'oreille non. C'est le tronc, les membres pour les phototypes clairs et puis les plantes pour les phototypes foncés. Pas d'autres questions? Vous êtes belles en photo là toutes les deux, vous êtes bien sérieuses. En tout cas, merci beaucoup parce que des formations comme ça, claires, nettes, ça fait plaisir. Merci. Bon, on s'arrête là. Bonne soirée tout le monde. Et merci d'avoir participé. Et merci à vous. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir.